Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à nouveau cette année pour parler donc cette fois des mouvements anormaux fonctionnels. Alors, les mouvements anormaux fonctionnels, déjà, c'est quoi? C'est en fait une manifestation clinique du trouble neurologique fonctionnel, c'est-à-dire ce sont des mouvements anormaux qui sont pas expliqués par des lésions du système nerveux. On peut définir quand même de manière plus précise comme étant la conséquence de dysfonctionnements cérébraux potentiellement réversibles, survenant chez des patients ayant une vulnérabilité individuelle et pouvant être déclenchés par un facteur traumatique. Alors le terme à utiliser fait source de beaucoup de débats, mais globalement on retient vraiment aujourd'hui le terme de trouble neurologique fonctionnel ou éventuellement de troubles dissociatifs qui reflètent au mieux la physiopathologie telle qu'on la comprend et qui sont aussi des termes qui sont moins stigmatisants que les autres. Donc, qui sont ces patients? Et ben pour ça, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui a été réalisée, un travail collaboratif qui réunissait 70 auteurs de 28 pays et qui a en fait regroupé les databases publiées et non publiées de tous ces auteurs. Vous voyez, il y a près de 5000 patients ayant un trouble moteur fonctionnel. Globalement, il y a une nette prédominance féminine qui était déjà bien connue, 70 à 70% de femmes, un âge de début autour de la quarantaine. Et au niveau de la sémiologie, on voit que la majorité des, la première présentation, on va dire, c'est une présentation mixte, c'est-à-dire plusieurs symptômes chez un même patient. Deuxième présentation par ordre de fréquence, c'est le tremblement fonctionnel, puis le déficit fonctionnel, et ensuite la dystonie fonctionnelle. Donc finalement, les deux principaux mouvements anormaux fonctionnels, ce sont le tremblement et la dystonie. Et ce qui est intéressant là, sur cette partie de l'étude, c'est que finalement, on voit que le mouvement anormal fonctionnel ne se manifeste pas de la même manière en fonction de l'âge. Chez les sujets plus jeunes, on aura plutôt une dystonie ou un déficit, alors que le mouvement normal fonctionnel se manifestera plus par un trouble de la marche et un syndrome parkinsonien chez les sujets plus âgés. Et ça me permet de faire un petit rappel. C'est en fait trouble neurologique fonctionnel est souvent associé en fait à une comorbidité neurologique et on considère la pathologie neurologique sous-jacente comme un facteur de risque de TNF. Et finalement, quand on regarde les grosses cohortes de patients ayant un TNF, on voit que 10 à 20% d'entre eux ont une comorbidité neurologique. Le TNF se manifeste le plus souvent de la même manière que la maladie neurologique sous-jacente. Et c'est ainsi que les patients épileptiques peuvent présenter des crises dissociatives. Les patients ayant une synucléopathie, donc maladie de Parkinson, atrophie multisystématisée, vont avoir plutôt un tremblement fonctionnel. Les patients ayant une sclérose en plaques vont avoir des poussées fonctionnelles qui se manifestent à type de déficit, etc. Donc voilà, la question se pose d'un mécanisme physiopathologique commun et bien sûr, il est très important de faire les deux diagnostics. Alors justement, comment on diagnostique les mouvements anormaux fonctionnels? En fait, pour cela, on se base sur les critères diagnostiques du DSM, donc les critères psychiatriques, qui sont finalement quasiment les seuls critères qu'on a et qui ont été révisés en 2022. Donc il faut qu'il y ait une atteinte du mouvement, des mouvements anormaux en l'occurrence, et une évidence clinique à l'examen d'une incompatibilité entre les symptômes et les affections neurologiques reconnues. Et ce troisième point, ce troisième critère, finalement, c'est la mise en évidence de signes cliniques positifs. Une sémiologie très riche, il y a 37 signes décrits pour les troubles moteurs, mais malheureusement encore très peu enseignés. Donc là, on parle des mouvements anormaux fonctionnels. L'élément clé du mouvement anormal fonctionnel, c'est la distractibilité. La distractibilité, c'est la disparition du mouvement anormal lorsqu'on détourne l'attention du patient, soit par une tâche motrice, soit par une tâche cognitive. Donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Le patient a des mouvements anormaux qui sont apparus au décours d'une chirurgie du rachis. Quand il décrit ces symptômes, on voit que les mouvements sont présents, abondants, de type un peu choréo-dystonique. Et puis dès qu'il fait une tâche motrice, finalement, le mouvement anormal disparaît complètement. Donc, je vous ai dit, les deux principaux, par ordre de fréquence, les deux principaux mouvements anormaux fonctionnels, ce sont le tremblement et la dystonie.
Donc dans le tremblement, il y a une caractéristique complémentaire dont vous a déjà parlé le professeur Apartiste, c'est l'effet d'entraînement, donc qui est le fait que le tremblement va adopter la fréquence de la mesure lorsqu'on demande au patient de battre la mesure. Donc là, vous voyez la distractibilité. Le tremblement disparaît lorsqu'elle ouvre et ferme la main droite, puis il réapparaît. Et lorsqu'elle bat la mesure, vous voyez que du coup, le tremblement change de fréquence, adopte une fréquence qui est là en fait extrêmement lente, puis plus rapide. Donc cet effet d'entraînement, il peut toucher aussi les membres inférieurs. Je ne sais pas si on entend le son. Je ne sais pas si vous entendez le son. Ouais. Donc ça, c'est l'occasion aussi d'expliquer au patient, de lui montrer que lui-même peut avoir un impact sur son tremblement. Il peut le modifier. Et là, il a du mal en fait à suivre la manœuvre rythmique, ce qui est un autre argument. Là, c'est un tremblement finalement postural qui présente déjà, on voit comme ça juste en l'observant que la fréquence et les muscles impliqués sont assez variables. Et puis voilà, un effet d'entraînement assez caricatural. L'intérêt de ces vidéos, finalement, c'est pas que de vous les montrer en congrès, c'est aussi de les utiliser pendant la consultation à titre pédagogique pour montrer aux patients l'impact que peuvent avoir certaines manœuvres sur ces mouvements anormaux et de lui montrer qu'il peut reprendre le contrôle. Deuxième type de mouvement anormal, donc c'est la dystonie. Alors distinguer une dystonie fonctionnelle d'une autre dystonie, c'est parfois un challenge, c'est pas toujours simple, mais il y a quelques indices clés, notamment le fait que la dystonie est apparue de manière soudaine, que c'est une dystonie fixe et douloureuse, et puis qu'elle s'associe à d'autres signes, et ça on va en parler après. Puis un dernier signe un peu caricatural dans les mouvements anormaux fonctionnels qui a été décrit plus récemment, qui est le signe whack-a-mole, c'est le jeu avec la taupe, qui est le fait que quand on bloque le membre qui souffre, enfin pour lequel il y a des mouvements anormaux fonctionnels, les symptômes vont se déporter sur une autre partie du corps. Mais j'avais pas de vidéo pour ce petit point-là. Et enfin, importance probablement d'examiner l'oculomotricité de vos patients, puisqu'il a été montré dans cette étude que 69% des patients qui ont des mouvements anormaux fonctionnels auraient des anomalies, et notamment un spasme de convergence. Donc je vais vous le montrer en vidéo. Ça, c'est une patiente qui a des symptômes qui sont apparus au décours d'un Covid, qu'on appellerait donc probablement un Covid long, avec une fatigue, une diplopie et une grande fatigabilité à l'effort. Et vous voyez, quand on évalue l'oculomotricité, on voit que l'œil gauche, là, reste en adduction, donc en interne, alors que l'œil droit a une position médiane et suit bien le stylo. Et là, la patiente voit double. C'est ce qu'on appelle le spasme de convergence. Donc pour documenter ce diagnostic de mouvement anormal fonctionnel, on peut utiliser l'électrophysiologie. Là, je crois qu'on l'a bien vu dans les deux présentations précédentes, avec d'une part l'enregistrement des mouvements anormaux qui permet de documenter la distractibilité, la variabilité en fréquence et l'effet d'entraînement. Et d'autre part, l'enregistrement des mouvements oculaires, là ce sont des données préliminaires, hein, il n'y a pas encore de recommandations à ce sujet, mais dans cette étude qu'on a réalisée avec plusieurs collègues, et notamment le docteur Sangaré en neurophysiologie à la Salpêtrière, on a montré que dans les troubles neurologiques fonctionnels, les latences des saccades étaient augmentées comparativement aux patients, aux sujets sains, mais surtout, en fait, il y avait une variabilité, une augmentation de la variabilité de ces latences des saccades en comparaison à la fois aux sujets sains et aux patients souffrant de sclérose en plaques. Alors, je vous ai dit qu'on parlait des mouvements anormaux fonctionnels, mais
Le trouble neurologique fonctionnel, ce ne sont pas que les mouvements anormaux fonctionnels. Il y a aussi des présentations déficitaires, déficitaires motrices, déficitaires sensitives, les autres troubles sensoriels et les crises fonctionnelles dissociatives. Et finalement, quand on regarde les grosses bases de données, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, on constate que plus de la moitié des patients qui ont un trouble neurologique fonctionnel ont en fait des présentations cliniques mixtes associant mouvements anormaux, déficits sensitifs, douleurs, etc. Et cela m'amène à un point finalement que je voudrais défendre, c'est la réhabilitation ou la description du syndrome neurologique fonctionnel. Donc, l'idée, c'est que finalement, devant des mouvements anormaux fonctionnels, c'est pas juste la description du mouvement anormal fonctionnel qui va vous aider à faire le diagnostic, mais aussi la présence d'autres signes cliniques évocateurs du diagnostic à l'examen clinique. Et notamment, quand on fait un testing moteur d'un patient qui a un mouvement anormal fonctionnel, on constate qu'il a certaines caractéristiques identiques à celles d'un patient qui a un déficit moteur fonctionnel, avec un délai augmenté entre le moment où on donne la consigne et la contraction musculaire, un effort intense pour finalement un faible mouvement produit, et lors du testing contre-résistance, cette caractéristique vraiment typique des déficits fonctionnels qui est le lâchage par à-coups. Avec là, vous voyez, j'appuie en fait de manière constante sur le psoas, mais le membre lâche par à-coups. Pour un déficit des membres inférieurs, mais finalement ce signe de Hoover, on le retrouve aussi dans les tremblements fonctionnels. On va rechercher le signe de Hoover. Donc le signe de Hoover, c'est la normalisation du déficit du grand fessier, donc de l'extension de hanche, lors de la flexion forcée contralatérale. Donc ça se fait en deux temps. D'abord, on évalue le testing, enfin la présence, la force du grand fessier. Et là, ce que vous voyez, c'est que finalement, j'arrive facilement à lever la jambe. Donc il y a un déficit au niveau du grand fessier de manière bilatérale. Et puis dans un deuxième temps, donc je fais un testing contre-résistance au niveau du psoas droit et je constate une normalisation de la force. Je n'arrive plus à lever la jambe du patient. Lors d'un déficit des membres supérieurs, mais donc d'une manière plus générale, on pourra observer une chute sans pronation, des troubles de la marche spécifiques avec le lâchage du genou ou la jambe traînante, et un déficit sensitif caractéristique que l'on retrouve souvent dans les mouvements anormaux fonctionnels, avec une délimitation sensitive au milieu du corps, et un déficit qui touche tous les modes sensitifs, et une palesthésie latéralisée lorsqu'on applique le diapason sur un os médian comme le sternum ou le crâne. Donc, si vous voulez tout connaître sur la sémiologie des troubles neurologiques fonctionnels, je vous invite à regarder cet article qui résume tous les signes décrits jusqu'à présent, comment on les recherche, leur sensibilité et leur spécificité. Vous pouvez aussi utiliser ma checklist clinique. Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est finalement à partir de combien de signes on parle d'un syndrome neurologique fonctionnel, et pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, est-ce que le contexte participe au diagnostic? J'espère que vous avez bien compris que non. On ne fait pas un diagnostic de mouvement anormal fonctionnel sur la base du contexte. On le fait grâce à l'examen clinique. Et d'ailleurs, le fait que les symptômes sont liés à un stress psychologique ou à un conflit, ça a été retiré des critères diagnostiques. Ça ne veut pas dire que le contexte n'a pas d'importance. On sait que ça joue un rôle, on sait que les patients qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels ont statistiquement subi plus de traumatismes que les autres, et notamment de traumatismes dans l'enfance, avec un autre ratio qui est autour de 4. Ils ont aussi statistiquement subi plus de traumatismes dans les 3 mois qui précèdent le début des symptômes, et souvent des traumatismes physiques. Mais globalement, on considère tous ces éléments plutôt comme des facteurs de risque que comme des facteurs de causalité, et le lien de causalité entre le trauma et les symptômes n'a d'ailleurs jamais été démontré. Donc finalement, l'idée c'est plutôt d'évaluer ces facteurs comme des facteurs de risque, avec 3 types de facteurs: les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les facteurs perpétuant les symptômes. Et donc parmi les facteurs prédisposants, le facteur le mieux identifié aujourd'hui, c'est les maltraitances et les traumatismes survenus dans l'enfance. D'autres facteurs prédisposants ont été identifiés,
notamment la présence de troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre autistique, TDAH, la présence de comorbidités psychiatriques ou neurologiques, on vient d'en parler, peut-être la présence de facteurs génétiques, certains types de fonctionnement psychologique, le fait d'avoir un profil plus perfectionniste, une tendance à l'abnégation, et parfois il n'y a pas de facteurs prédisposants identifiés. Les facteurs précipitants, eux, sont souvent des événements physiques, et finalement, vous le savez sans doute, ces événements physiques vont entraîner des symptômes qui perdurent dans le temps, et en fait, ils vont conditionner la manière dont le TNF se manifeste. À titre d'exemple, par exemple, après un Covid, les patients vont avoir un syndrome de fatigue chronique, donc ils vont avoir finalement des symptômes un peu de Covid qui se prolongent au long cours. Après un trauma crânien, typiquement, les patients vont avoir des troubles cognitifs, des céphalées qui durent de manière anormale. Après un malaise, les patients vont plutôt avoir tendance à avoir des crises de type crise fonctionnelle dissociative. Après une blessure d'un membre, ça sera plutôt un trouble moteur, un déficit ou des mouvements anormaux de ce membre. Et enfin, les facteurs perpétuants sont en grande partie des facteurs qui sont liés au corps médical, puisque les éléments principaux qui vont faire que les symptômes persistent, c'est l'absence de diagnostic, l'errance, la maltraitance médicale, la répétition d'examens inutiles, des diagnostics faux ou autres, etc. Mais bon, le fait d'avoir une procédure juridique en cours ou une non-reconnaissance du handicap sont aussi des facteurs perpétuants. Et puis parfois, il y en a peut-être d'autres qui nous échappent, notamment un évitement ou un manque de motivation du patient dont on ne connaît pas la cause. Alors, le traitement, globalement, ça repose sur 3 choses principales. Le premier pilier, c'est l'annonce et les explications diagnostiques qui permettent d'engager le patient dans la prise en charge. Donc clairement, je rebondis sur le titre de cette présentation, clairement, il ne faut pas leur dire « c'est dans la tête ». Bon, déjà, ça ne veut rien dire, mais en plus, c'est en fait finalement minimiser leur plainte, minimiser l'existence de cette maladie qui est réelle. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord juste en fait leur expliquer comment on a fait le diagnostic, c'est-à-dire sur la base de signes cliniques positifs et pas par élimination, leur montrer comment on est arrivé à ce diagnostic, leur montrer les signes cliniques positifs, ce qui permet au patient en fait de comprendre comment lui-même peut avoir une action sur ses symptômes et l'engager dans la prise en charge. Et surtout, ça augmente considérablement l'acceptation diagnostique. Donc leur donner un nom, c'est pas rien. Ils n'ont pas une non-maladie, ils ont une maladie qu'on connaît bien, qui est fréquente. Ils ont un trouble neurologique fonctionnel. C'est réversible. Et puis leur donner des explications physiopathologiques à la carte en fonction du contexte et du niveau de compréhension du patient. Et pour ça, on peut s'aider de supports d'information, supports en ligne, notamment le site neurosymptoms.org qui est traduit dans plein de langues et qui est mis à disposition par l'Université d'Édimbourg, et support écrit. Donc pour une liste exhaustive, je vous mets un QR code à la fin. Vous pouvez accéder à tous les documents que nous, on a mis en place pour informer les patients. Une fois que le diagnostic est bien expliqué, et c'est vraiment un pilier de la prise en charge, on va proposer une prise en charge des symptômes. Le patient vient pour un symptôme, donc on va s'occuper de ce symptôme. Et dans les troubles moteurs, le traitement le plus recommandé, qui a le plus été évalué, ça reste aujourd'hui la kinésithérapie et la rééducation, avec le rationnel que les schémas de mouvements anormaux peuvent être réentraînés. Il y a plusieurs études, dont certains essais contrôlés randomisés, qui montrent l'efficacité de cette prise en charge à long terme, y compris chez des patients ayant des mouvements anormaux fonctionnels chroniques. Il y a des recommandations de comment cette kiné doit se dérouler, qui ont été publiées, qui sont en libre accès dans le JNNP, donc la référence est là. Et ces recommandations sont particulièrement importantes parce que cette prise en charge, elle diffère complètement de l'approche classique qu'ont les kinésithérapeutes en neurologie, et notamment l'approche classique qu'on a par exemple face à un accident vasculaire cérébral. L'idée là, c'est vraiment d'éduquer le patient, de lui montrer que le mouvement normal est possible, donc notamment grâce à l'utilisation de vidéos, parce que finalement, rien de tel que filmer le patient quand il y arrive. Montrer que
qu'on peut diminuer les mouvements anormaux grâce aux manœuvres de distraction, qu'on peut les entraîner par exemple, et aider le patient à changer ses programmes anormaux. Il y a beaucoup finalement d'utilisation en fait, de choses automatiques comme jouer avec un ballon, qui vont permettre en fait, finalement aux patients de ne plus faire attention à ces symptômes et qui vont améliorer le mouvement. Alors, est-ce que la toxine botulique c'est utile? C'est une vraie question. Une question que se sont posées les auteurs de ces deux articles, donc deux articles qui ont été publiés en 2019, à la fois dans le tremblement fonctionnel et dans la dystonie fonctionnelle. Et vous voyez que ça marche clairement, les patients étaient améliorés de plus de 50%, mais ça ne marche pas mieux que les sérums physiologiques. Donc ça fonctionne, mais vraisemblablement, essentiellement par l'effet placebo, par la modification des croyances du patient. Ça reste quelque chose voilà, qui est intéressant, mais utiliser l'effet placebo peut poser des questions éthiques, enfin, voilà, ça peut se discuter. Et puis une autre question que nous on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut faire des blocs moteurs dans les dystonies fonctionnelles sévères, fixées, chroniques? Donc on a fait une petite étude pilote il y a 2 ans. On a inclus 3 patientes qui avaient toutes les 3 une dystonie fonctionnelle point fermé, chronique, toutes évoluées depuis plusieurs années. Et on leur a fait un bloc moteur. Vous voyez que la première patiente a parfaitement répondu au bloc. Donc le bloc moteur, c'est l'injection de lidocaïne à proximité des nerfs. Elle a rouvert sa main et elle reste guérie aujourd'hui à 2 ans d'évolution. La deuxième a très bien répondu au bloc. Vous voyez que quand même la main, donc ça c'est avant et après. Ah mais non, mais vous voyez rien. Je vous montrerai avec la souris. Là c'est avant et là c'est après. Donc elle a très bien répondu, la main s'est ouverte, mais le bloc a permis de révéler une rétraction tendineuse. Et au bout de 10 jours, elle a rechuté et de nouveau point fermé. Et la troisième patiente, là, n'a pas du tout répondu à la procédure, malgré l'injection de 10 ml de lidocaïne à 1%, et il ne s'est rien passé. Et puis une dernière approche thérapeutique dont je parle très vite, c'est la TMS. J'en parle très vite parce qu'on l'utilise énormément en région parisienne, notamment du fait de la collaboration avec le docteur Mesrati que vous voyez ici, dont on sait qu'on peut vraiment avoir un effet très bénéfique sur les symptômes en utilisant la TMS de manière, comme les potentiels évoqués moteurs répétés, c'est-à-dire des chocs uniques au-dessus du seuil moteur de manière répétée. La question principale, c'est comment ça marche. Et aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a suffisamment de données pour penser que ça ne marche pas par un effet neuromodulateur, mais essentiellement par un effet placebo et par le fait que la TMS va induire un mouvement qui va permettre au patient de prendre conscience de son membre atteint et peut-être permettre un certain réapprentissage du mouvement. Dans les troubles moteurs paroxystiques, il est probablement plus intéressant et plus pertinent de s'inspirer des traitements qui sont proposés dans les crises fonctionnelles dissociatives, donc les traitements de crise qui reposent essentiellement sur les approches de type thérapie cognitivo-comportementale, avec pour objectif d'apprendre aux patients à identifier les facteurs déclenchants, sentir les prodromes des crises et utiliser les techniques d'ancrage pour sortir de la crise. Les techniques d'ancrage, c'est stimuler les sens pour sortir de l'état dissociatif. Donc voilà en résumé. Et pour finir, c'est un peu comme par exemple dans les pathologies vasculaires, hein, si on ne prend pas en charge les facteurs de risque, le patient va refaire un AVC. Dans les TNF, c'est pareil. Si on ne prend pas en charge la vulnérabilité, si on ne fait pas à un moment donné un état des lieux des facteurs prédisposants, précipitant, perpétuant les symptômes, et qu'on ne propose pas une prise en charge ciblée, qui essentiellement sera basée sur la psychothérapie et possiblement sur la pharmacothérapie s'il y en a besoin, on expose le patient aux rechutes. Donc le troisième volet de la prise en charge des TNF, c'est la prise en charge de la vulnérabilité. Donc voilà, en résumé, une sémiologie spécifique avec au premier plan une distractibilité, un effet d'entraînement, puis les autres signes du syndrome neurologique fonctionnel. Les explorations fonctionnelles peuvent aider au diagnostic et ça on l'a bien vu cet après-midi. Le traitement repose dans un premier temps sur l'annonce diagnostique qui est vraiment le pilier de la prise en charge
Et puis ensuite, un traitement sur mesure, à la fois traitement du symptôme et traitement de la vulnérabilité. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà le QR code pour accéder à la documentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Peut-être 2 questions. Alors, parmi les symptômes que tu citais, les troubles vésico-sphinctériens et génitosexuels n'apparaissent pas alors que nos collègues. Est-ce que c'est lié à un biais de recrutement, parce que c'est les gens qui s'intéressent aux mouvements anormaux qui ont fait colliger ces symptômes, parce que nos collègues qui font de la vessie voient ça toutes les semaines, des troubles neurologiques fonctionnels vésico-sphinctériens et génitosexuels, et donc comme je les voyais pas apparaître, je me posais la question Oui, alors. Ce qui est probablement un peu limitant dans le domaine des troubles neurologiques fonctionnels, c'est que finalement, jusqu'à aujourd'hui, les TNF ont été abordés par la sous-spécialité du neurologue. Donc ce sont les épileptologues qui s'occupent des crises, les mouvements anormotologues, je ne sais pas comment on dit ça, enfin, les neurologues du mouvement anormal qui font les mouvements anormaux, et plutôt peut-être les neurologues un peu généralistes ou de la sclérose en plaques qui vont s'occuper des déficits. Donc on a une vision très fragmentée du TNF, donc déjà juste la vision du syndrome neurologique fonctionnel, elle n'existe pas vraiment jusqu'à présent. C'est un peu ce que je voudrais mettre en avant. Personne ne s'occupe des troubles vésico-sphinctériens en neurologie, enfin presque personne. Donc on ne l'a pas étudié. On a une étude, nous, en ce moment, dans laquelle on évalue ça systématiquement avec des questionnaires, et tous les patients qui ont une plainte significative sont adressés en neurourologie à l'hôpital Tenon pour des explorations et un bilan urodynamique. Donc déjà, d'emblée, sur cette première évaluation, on a inclus 127 patients à ce jour. On a autour de 40% des patients qui ont une plainte vésico-sphinctérienne significative. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas analysé plus, mais clairement, les troubles vésico-sphinctériens font partie du tableau du TNF. Ce qu'on ne sait pas, et ce que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est est-ce que ces troubles vésico-sphinctériens font vraiment partie du tableau, ou est-ce que c'est la conséquence de comorbidités neurologiques, de certains traitements opioïdes ou psychotropes qui ont un effet anticholinergique comme le Laroxyl, à suivre. Parce qu'on en voit beaucoup, nous, en symptômes isolés, quoi. Ils arrivent pour une prise en charge vésico-sphinctérienne pure, sans autres mouvements anormaux, sans autres. Et il y en a beaucoup qui sont dans les services de MPR, justement, qui font de la neurourologie, quoi. Alors oui, moi je parle des troubles vésico-sphinctériens associés aux troubles moteurs. Après, les troubles vésico-sphinctériens fonctionnels isolés, c'est peut-être un même spectre, mais à préciser. Vous avez évoqué un effet placebo pour la toxine botulique et je ne sais plus pour quel autre traitement, et pas pour la réadaptation. Pourquoi? Je réfléchis à ma réponse. Parce que c'est Jamel qui l'a invité. Alors, il y a une étude qui a été publiée très récemment qui comparait 3 séances de kinésithérapie avec un kiné non formé et 3 séances de kinésithérapie selon les recommandations. Alors, l'étude est négative selon le critère principal qui était la qualité de vie à 1 an du traitement, après 9 séances au total. Donc, c'était extrêmement ambitieux. Mais il y a plein de petits critères dans cette étude qui montrent que la kiné spécialisée était nettement bénéfique. Donc déjà, là, voilà, il y avait un groupe contrôle. Après, il y a plusieurs des autres études qui ont été publiées dans lesquelles, effectivement, le groupe contrôle était être sur une liste d'attente. Et dans ces cas-là, oui, on peut se poser la question de l'effet placebo de la kiné. Bon. Cela dit, c'est une approche très différente parce que la kinésithérapie, c'est une prise en charge active où le patient doit s'engager, qui est quand même assez différente de l'administration d'un traitement. Et donc, voilà, on peut imaginer aussi que l'effet placebo est plus important lorsque le traitement est administré que lorsque le patient doit s'engager. Bon, la question est ouverte. Une dernière question, je crois, et après on va... Est-ce qu'il y a des modifications de l'imagerie? Il me semblait que Selma Haybeck montrait qu'il y en avait dans les TNF. Oui. Alors, il n'y a pas que Selma Haybeck qui a montré ça. Il y a pas mal d'études d'imagerie fonctionnelle qui ont été réalisées. Et les études qui sont les plus intéressantes, c'est celles qui comparent finalement soit le même patient quand il a des symptômes
et quand il fait semblant d'avoir le même symptôme, ça a été fait, ou un patient qui a un TNF, un patient qui fait semblant d'avoir ce symptôme. Globalement, en tout cas, toutes ces études d'imagerie ont montré des modifications. On ne peut pas faire, comment dire, un seul schéma physiopathologique, parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas un seul modèle explicatif. Mais les études d'imagerie, si je résume en gros, montrent des modifications d'activation dans les régions émotionnelles, notamment au niveau de l'amygdale, qui va être plus activée à la fois pour les stimulations négatives, mais aussi lorsque le patient visualise des émotions positives. On va avoir une hyperconnectivité dans plusieurs études entre l'amygdale et les régions motrices. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette hyperconnectivité, elle est d'autant, enfin, donc l'augmentation de la connectivité anatomique et fonctionnelle, elle est d'autant plus importante que le patient a subi de traumatismes dans l'enfance. Donc, plus la CTQ, le questionnaire de trauma dans l'enfance, est élevé, plus les scores sont altérés, on va dire, plus il y a de connectivité entre les régions émotionnelles et les régions motrices. On a aussi des modifications au niveau du cortex préfrontal, au niveau de la jonction temporo-pariétale droite, qui est la région cérébrale qui permet l'intégration des stimulations sensorielles et à laquelle est souvent attribué le sens de l'agentivité, la perception que c'est nous qui sommes agents de nos actions. Donc oui, il y a des modifications au niveau de l'imagerie cérébrale. Bon, merci beaucoup.